Pour moi, le podcast, c'est un business en tant que tel. Je suis d'accord avec toi. Puis c'est un levier incroyable, dans le sens que même avant même d'aller chercher des revenus, c'est ta crédibilité, ta notoriété, ta communauté que tu bâtis. Le close avec ton client potentiel, il va se faire automatiquement. Parce qu'il a l'impression de te faire confiance puis de te connaître à travers. Tu sais, il va voir, mon Dieu, Maxence investit dans son projet connexe, dans sa visibilité, dans sa notoriété. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une belle structure puis qu'il comprend la réalité de l'entreprise. Tu sais, il y a ça aussi qui vient avec. Ouais, c'est intéressant. On s'en parlera. On pourra s'en reparler. On est déjà parti sur... Mais c'est excitant. Moi, comme notre appel de découverte, c'était genre 2 heures straight. I know. C'était cool. C'était incroyable. C'était vraiment cool. Je suis rentré, j'ai dit à ma blonde, écoute, j'ai rencontré quelqu'un, genre... Arrête. Là, j'ai le même talk avec... Pour vrai, sans mensonge, je lui ai dit, genre, j'ai rencontré un gars, elle me dit genre, ouais, mais toi... Parce qu'elle me reproche toujours d'avoir ce côté où je maze tout le monde, genre. Que quand je vois quelqu'un, je suis comme, waouh, il est extraordinaire. Je dis, non, tu te rends pas compte. Il m'a appris des choses sur moi. Genre, aujourd'hui, genre, j'avais eu une conversation dans laquelle j'ai fait comme, waouh, c'est fou. Souvent, tu donnes, tu échanges surtout toi. C'est comme, ouais, qu'est-ce que t'aimes bien? Donc, c'est toujours toi vers l'autre. Donc, la personne répond pour parler d'elle. Tu vois? Exact. Mais ce côté où tu parles, puis en fait, il y a un échange. La personne, elle te passe quelque chose, elle te passe de la valeur, puis tu réponds, puis quand tu lui donnes, tu vois que cette personne, elle est aussi réceptive. C'est d'amener de la valeur tout le temps aux gens. Puis avant qu'on continue, peux-tu partir de l'enregistrement? C'est-tu déjà parti? Incroyable, parce que ce que tu dis, c'est trop le gars. C'est un monstre. C'est parfait. C'est un monstre. Il n'ose parce qu'il fait une clip en plus. Donc. Il est fou. Il est fort. En affaires, je crois fermement, c'est d'amener de la valeur tout le temps. Beaucoup plus que d'attendre un retour. Puis je pense dans notre génération, je vais avoir 27 ans. Mais dans la vingtaine, je veux pas bâcher sur ma génération, mais souvent on dit qu'est-ce que j'ai en retour? Si je te fais ça, combien tu me payes? Ouais. Tu sais? Versus de dire, regarde, je t'amène telle chose, telle opportunité. On reparle ensemble si jamais il y a quelque chose, mais donne de ton temps, donne de ton expérience. Donne, puis après, la vie, c'est comme planter des graines de concombre. Le concombre, il va grandir, là, tu sais. Mais il faut que tu le nourris, il faut que tu lui donnes du temps, de l'amour, du soleil. Fait que pour moi, en affaires, c'est ça, mais on peut peut-être commencer par ça. Toi Maxence, c'est quoi ta mentalité en affaires pour une entreprise qui réussit? Qu'est-ce que ça prend? Il est fort pour les introductions, c'est Anthony. Maxence Singa, tout le monde. C'est vraiment un monstre. Écoute, ma vision en affaires, pour moi, comme tu l'as dit aussi, je pense, c'est beaucoup une question d'échange. C'est une question de... On se donne quelque chose. Okay? Je te rends un service et en échange d'un service, tu me payes. Mais quand tu me payes, ça m'apporte de la valeur quelconque parce que je peux faire quelque chose avec ça. Puis c'est de réussir à se dissocier de « Ah, mais je viens de voir juste parce que je veux ton argent », de « Ah, mais je viens de voir parce que je veux que tu obtiennes un résultat. OK? Puis forcément, quand j'ai commencé le business, c'était pas ça. Quand j'ai commencé le business, c'était forcément pour des motivations financières. Parce que tu veux avoir la liberté, tu veux te payer tes choses, etc. Mais plus tu grandis, plus tu commences à comprendre qu'en réalité, ceux qui réussissent dans le business sont des gens qui sont très orientés sur ce qu'ils transmettent, la valeur. Mais quand je dis valeur, on parle pas juste de ce fancy word qui est « de la valeur ». Non, c'est... Concrètement, qu'est-ce que tu apportes à une entreprise? Est-ce que tu fais un changement significatif dans leur réalité qui a forcément des conséquences bénéfiques pour l'entreprise? Donc, c'est un petit peu ça mon approche dans le business aujourd'hui. Mais à l'époque, plus jeune, c'était pas ça mon approche. Tu vois? Elle était beaucoup plus pécuniaire, comme je te dis. Parce que je venais d'un milieu où mes parents ils étaient confortables, tu vois, ils étaient à l'aise. Mais j'avais cette mentalité de, quand tu veux quelque chose dans la vie, il faut que tu ailles le chercher, tu vois. Ma mère, elle me donnait, par exemple, 10 €, parce que je suis né en France, elle me donnait 10 €, puis elle me dit, ton objectif, c'est que tu me rapportes 20 la semaine prochaine. OK, en fait, tu apprends à faire des mathématiques, tu apprends plein de choses, puis on en reparlera par la suite, mais c'est un petit peu ça qui m'a... J'adore ta mentalité. Tu as grandi dans ce contexte-là. Puis évidemment, tu as pu découvrir le Québec aussi. Tu as aménagé ici, tu as bâti. On voit souvent le Québec comme une terre d'opportunité, which is quand même right. Mais une culture qui est différente aussi. On pourrait en parler de tout ça. Évidemment, tu es propriétaire de Datamax. Okay? Pour les gens qui ne connaissent pas justement ton titre d'industrie, ton entreprise, veux-tu me faire un petit brief de ce que vous faites? OK. Je suis très mauvais pour le pitch de l'ascenseur parce que je suis quelqu'un qui aime bien parler. 30 secondes. En fait, tout simplement, Datamax, c'est né d'une réalité.
OK. Que les entreprises qui proposaient des services de marketing, la plupart du temps, basaient beaucoup leur approche sur des théories. Oui. Moi, je suis analyste de données de profession. Donc, si tu veux, j'ai utilisé tout mon background, et je pourrais en parler par la suite, que j'avais appris en faisant des ads, créer du contenu, etc. J'ai utilisé tout ça pour, en fait, finalement, être comme une boîte complète dans laquelle aujourd'hui, j'utilise la donnée principalement pour comprendre la clientèle de mes clients et leur proposer des solutions qui sont basées sur les données. Tu sais, souvent, tu entends ce mot data-driven. C'est vraiment ça, c'est qu'on enlève l'aspect guess, où on devine un petit peu, et on essaye d'aller sur des croissances qui sont beaucoup plus mathématiques qu'autre chose. Donc, c'est sûr que ça paraît moins fancy, c'est moins joli, c'est moins créatif, mais c'est une consonante du business qui est essentielle, c'est les données. Tu vois, c'est la compréhension de tes données. C'est comme, OK, t'as tous ces supports, YouTube, Instagram, CRM, peu importe le CRM, tu fais des ads, etc. Si on met tout sur un dashboard et qu'en fait, ce dashboard t'explique ta situation, où est-ce que tu en es, ce que tu as dans le pipeline, ben, ça te permet derrière de prendre des décisions éclairées, ça te permet de venir voir l'équipe de marketing. Tu sais, souvent, nous, on travaille avec des entreprises qui ont une agence marketing sur le côté qui fait la créativité. C'est qu'on n'est pas l'agence qui allons faire la créa parce que on n'est pas bon là-dedans. Par contre, on est bon dans lire tes données, comment comprendre les chiffres, mettre en place ton tracking, etc. Puis de tout ça, faire en sorte que, bon, bah, voilà ce qui se passe actuellement sur ton website, voilà les visiteurs, on a créé des segments clients, puis bah, de ces segments clients, voilà le message que tu dois adresser. C'est une approche un peu différente. Ben, ce que j'aime de ce que tu dis, c'est que tu travailles conjointement aussi avec des agences marketing, plutôt que de dire, regarde, non, on fait la création, on fait aussi l'analyse des statistiques. Souvent, les agences marketing vont l'offrir aussi, mais ne vont pas dans les détails, ou ils vont dire, OK, on a atteint tel chiffre. Ouais, mais pourquoi on a fait ça? Qu'est-ce qui a créé que, justement, on a une baisse ou on a une augmentation? Ben là, c'est ça, c'est des hésitations. Puis, j'aime dire aussi que le marketing, souvent je fais cette analogie, d'ailleurs on en avait parlé, c'est un petit peu comme la médecine. Admettons que je mette le marketing comme étant le gros nom, puis la médecine de l'autre côté. Puis ben, quand je vais chez le médecin, c'est pas un dentiste. Mon docteur général, c'est pas un dentiste, c'est pas un chirurgien, c'est pas un neurologue, c'est pas un ophtalmologue ou un kiné ou whatever. Il a une spécificité. Et dans le marketing, c'est la même chose. Il y a des spécificités. Et souvent, les agences, elles font tout. Elles font du 360. Celles qui arrivent à le faire sont des grosses agences qui ont des gros départements et donc, en fait, qui passent pas de temps avec les petites PME parce que souvent, elles ont des coûts qui sont élevés. C'est ça. Mais pour les petites PME, c'est comme, ouais, mais en fait, je vais affaire avec une agence marketing, elle me propose tout, elle me vend des impressions. Mais les impressions, ça ne te rapporte pas de l'argent dans ton compte bancaire. Ce qui te rapporte de l'argent dans ton compte bancaire, c'est finalement, c'est d'avoir une stratégie qui se greffe avec ta réalité. Parce que les agences ont aussi cette faculté d'avoir de la donnée sur les entreprises avec lesquelles elles travaillent. Et donc, elles peuvent comprendre un tas de choses derrière ça pour derrière leur permettre peut-être d'aller ouvrir des nouveaux axes de progression, des nouvelles parts de marché dans certains trucs parce que tu as de la connaissance client, tu as des retours, tu as du feedback. Tout ça, pour moi, c'est une mine d'or, tu vois. Donc, c'est un peu ça. Ce qui fait aussi que c'est sûr qu'on ne travaille pas avec tout le monde. C'est sûr qu'on ne peut pas travailler avec n'importe quoi. Souvent, les solopreneurs ou les entrepreneurs individuels, on ne va pas travailler avec eux par rapport à cette réalité-là. C'est pour ça que nous, on a décidé de se spécialiser avec des entreprises, des PME la plupart du temps, qui ont un minimum de chiffre d'affaires parce qu'on a les mêmes réalités. On a des besoins de structure de CRM, on a des besoins de moins dépendre des références. Tu sais, ce modèle de on a de la recommandation, mais OK, mais à un moment donné, la recommandation, tu n'as pas de visibilité, tu n'as pas de contrôle sur le volume, pas sur la qualité. Donc, OK, mais on fait affaire avec des agences marketing. On ne sait pas ils nous ont fait un website à 40 000. Ouais. Mais à quoi est-ce qu'il sert? Le ROI. Mais à quoi est-ce qu'il sert ce website à 40 000? Je dis pas qu'il est pas bon. Je dis juste que tu en as peut-être refait un il y a 2 ans en arrière, puis que sa fonction, c'est de l'optimisation. Puis est-ce qu'il te sert à quelque chose? Tu sais? C'est un petit peu... Et j'aime dire qu'on vient souvent dans les entreprises pour faire un diagnostic. Nous, mon approche, de toute façon, on le dit, c'est comme je diagnostique ta santé. Puis quand je vois les choix que tu as fait en termes de marketing, je suis capable de voir si tu es en termes de croissance, si tu essayes de sauver les murs, si, au contraire, tu négliges une offre
que tu devrais plus mettre de l'avant parce qu'elle te rapporte plus sur le long terme. Tu sais, c'est vraiment ça, de l'ingénierie de données, là. C'est comme... 100%. Puis, je veux dire, il y a beaucoup d'entrepreneurs, les meilleurs entrepreneurs qui réussissent, d'après moi, c'est ceux qui ont une bonne compréhension de où vont leur argent. Donc, puis, malheureusement, il y a beaucoup d'entreprises qui regardent même pas c'est quoi le coût, mettons, on regarde une entreprise manufacturière qui produit un produit, qui, oh mon Dieu, ça coûte telle chose, mais la transition, le transport, des fois, on pense que ça coûte ça, donc il faut le vendre tel prix, mais tu as des frais, tu as de l'argent qui sort par mois, et tu le regardes pas. On regarde juste la ligne à la fin de l'année. Tu as de l'argent qui est perdu, là. Puis des fois, ben, on se positionne dans le marketing. Tu peux une agence qui n'est pas nécessairement efficace ou qui n'est pas alignée avec ta stratégie. C'est ça. Puis c'est mensuel, puis là, ça roule. Tu vois pas ça passer, puis ça devient comme une habitude à payer. Ouais. Puis eux, les factures, elles tombent dans tous les cas. Sure. Il y a ce truc où... Il y a cette... Et ça, moi, c'est un petit peu un truc qui me dérange. D'ailleurs, quand il a fallu qu'on se positionne, c'était quoi notre positionnement avec l'équipe? La première chose que j'ai prise, c'est plus le modèle d'un cabinet de conseil. Parce que le cabinet de conseil, il vient en disant, écoute, c'est des honoraires. Puis si le résultat, il n'y est pas, j'ai la possibilité de te dire, non, stop, on arrête. J'ai le cas d'un client avec qui ça se passe super bien encore à l'heure d'aujourd'hui, mais on est sur un modèle où, à un moment donné, lorsqu'on voit qu'il n'y a pas de résultat, nous, on est capable de dire, hey, stop, on va continuer d'investiguer. On ne veut pas de facture ce mois-ci parce que la stratégie qu'on met en place, elle est peut-être pas si performante que ça et je ne veux pas que vous continuiez de perdre de l'argent. Pour nous, c'est un investissement sur le long terme parce qu'eux voient que, OK, c'est des gens qui ont à cœur notre succès. Ils ne sont pas là juste pour prendre notre argent à tous les mois, tu vois. Pour nous facturer. Là. Exact. Et c'est des conversations que j'ai avec énormément d'entrepreneurs. C'est vrai, je reçois des factures. Moi-même, en tant que cabinet de conseil, je travaille avec des agences marketing qui m'envoient juste des factures à tous les mois, puis c'est comme, ouais, mais ce mois-ci, on n'a rien fait. Ouais, mais t'as ma facture quand même. C'est comme... Exact. C'est quoi la valeur? Est-ce que tu es là juste pour le portefeuille ou tu es là pour m'aider à croître ta mission? C'est rare. Puis on en parlait au tout début d'amener plus de valeur qu'attendu. En retour, ben, tu envoies toujours plus d'énergie ou plus de valeur dans le monde. Tu vas recevoir quelque chose. C'est ça. Ça va x10, ça va revenir. Ça va revenir. Si tu prends pas l'attention puis t'es pas intéressé avec l'entreprise ou l'entrepreneur, ben, soit qu'il va quitter, soit que tu vas avoir une mauvaise bad rep. Il y a toujours quelque chose qui va décliner de ça. Ouais. Tu veux pas ça. Tu veux pas avoir une mauvaise réputation parce que pour construire ta réputation, c'est très compliqué. Ah ouais. Mais pour la défaire, c'est un mauvais commentaire, un contrat, exact. Un contrat, une mauvaise publicité. Et c'est très compliqué dans un marché qui est très concurrentiel. Tellement. On en parle souvent, toi et moi en off, mais c'est un domaine dans lequel on a donné la possibilité à des gens qui sortent à peine d'école, qui ont à peine fini, de se faire de l'argent très facilement parce qu'ils ont leur téléphone. Avec leur cellulaire. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont leur téléphone, ils sont capables d'aller faire 3 vidéos, 3 contenus, puis forcément, tu sais pas comment est-ce qu'on publie sur Insta, donc tu vas leur faire confiance, tu vas leur donner l'argent. Mais c'est pas des businessmen. Non. Moi, je suis quelqu'un qui fait du business. Moi, je suis quelqu'un qui comprend ta réalité. Je comprends ce que c'est que d'aller justement sur un nouveau marché, d'aller chercher des parts de marché, de parfois avoir des problématiques qui sont pas nécessairement de l'ordre du marketing, mais plus structurelles, plus organisationnelles. On va descendre sur le niveau des équipes des ventes. On va regarder c'est quoi le discours des équipes de vente. Ouais. Tu sais, c'est tout le travail qu'on fait, il sert à attirer du monde devant ta porte. Mais maintenant que les gens sont devant ta porte, qu'est-ce qui se passe derrière? Et souvent, les entreprises avec lesquelles on a des conversations, souvent, on les challenge sur « Ouais, mais si moi, je t'emmène ces gens-là, qu'est-ce que tu as à leur offrir derrière ?» Parce que j'en suis sûr que tu vas garantir, en fait, mon résultat, finalement, sur ta capacité à les convertir en clients. Parce que si chez toi, c'est le bordel, tu vas pas te dire « Mais... c'est le bordel chez moi, c'est pour ça que ça fonctionne pas. » Jamais de la vie. C'est touchy, je veux qu'on en parle parce que le référencement de clients, par exemple, entre entreprises, je nommerai pas de nom puis de situation, mais j'ai déjà entendu parler que dans un club de réseautage, il y a des gens qui, mettons, qui réfèrent un entrepreneur qui dit il fait partie de notre club. J'y fais confiance par intérim, directement. Et finalement, la personne que tu as référée a vraiment eu une mauvaise expérience par le prestataire de service. Puis là, il y a un gros malaise qui se passe parce que toi, tu l'as référé comme « he's the best », c'est la bonne personne. Puis peut-être que toi, tu as une bonne action, mais elle, dans l'approche, elle est peut-être trop intense, elle est peut-être trop... Tu sais, puis il y a un mauvais fit. Fait que là, tu es comme « ouh ». Tu sais, c'est rare quand même que ça peut arriver, mais ça peut arriver. Fait que comment délire avec ça, avec des mauvaises références que tu es comme « oh my God ». Tu sais, je t'envoie une bonne personne, mais là, finalement, ça t'a mal tourné, tu sais. Je pense que c'est des relations humaines, hein.
avant toute chose. Je pense que Si tu bâtis pas ça au début, la relation humaine, je trouve que... C'est ça, c'est des relations humaines. Les références, c'est des relations humaines. Exemple, lorsque j'arrive sur un référencement, exemple, tu me réfères à quelqu'un de ton réseau, je vais aller voir cette personne avec la pression déjà de devoir bien délivrer. Chose que je n'ai pas si j'acquiers cette personne de par un autre biais. Okay? Donc, ça, c'est un premier facteur de stress. Facteur aussi qui peut avoir un incidence sur la qualité du rendu. Okay? Deuxièmement, tu vas avoir cet aspect où cette personne qui a ta recommandation, elle est hyper exigeante. Elle en attend encore plus parce qu'elle sait qu'elle a une porte d'entrée, c'est toi. C'est-à-dire qu'elle pourrait venir te voir pour se plaindre. Puis si elle se plaint avec toi, tu vas me dire, ouais, mais le client il me dit que c'est pas ouf en ce moment, que c'est pas top. Donc ça va avoir une conséquence sur notre relation. Peut-être que tu m'enverras plus de business à cause de ça. Donc c'est hyper touchy. C'est bon lorsque ça fonctionne bien, lorsqu'on a un produit qui est éprouvé. Tu sais, ce que je dis souvent, le meilleur référencement, c'est soit un bon restaurant, soit un bon film. Tu le passes facilement. Il y a très peu de, il y a très peu de possibilités que tu te trompes. Si tu aimes bien les burgers, moi j'aime bien les burgers. Tiens, va à tel endroit, c'est une bonne place, je vais les manger puis ça va être bon. Il y a peu de probabilités que je te dise c'était dégueulasse, c'était genre qu'est-ce que tu me racontes, c'était 100%. La pire place du monde. Puis même si je trouve que c'est pas top, je te le dirai pas parce que tu me l'as recommandé. Tu vois. Donc selon moi, c'est bien le référencement dans certaines activités, exemple agent immobilier, exemple conseiller financier aussi, je trouve que c'est bien parce qu'on est sur des modèles où il faut y avoir une certaine proximité. On parle de sujets qui sont quand même très deep, donc c'est bien d'avoir des gens de confiance comme les médecins, etc. Mais pour des activités de service aussi jusqu'à un certain niveau. Je pense que il faut toujours prendre ce sujet avec des pincettes. Il ne faut jamais y aller all-in. Puis, tu sais, la référence, c'est simple. C'est le modèle d'acquisition qui te donne le moins de visibilité sur l'avenir, qui, en fait que si demain, admettons que je prenne 4 clients qui sont venus en référencement, j'en perds un, c'est 25% de chiffre d'affaires que j'ai en moins. 100%. Donc, je ne peux pas baser mon modèle que là-dessus. Je suis obligé d'avoir plein de portes d'entrée. Exact. Tu vois? Donc, c'est un peu ça mon impression là-dessus. Il faut que tu varies ton acquisition de clientèle. C'est bouche à oreille, souvent, c'est le classique des petites PME québécoises. Après, le marketing, ça vient chercher justement une communauté puis d'aller attirer des gens. Puis après, c'est de solidifier une relation avec ceux-là. Les campagnes publicitaires, c'est une bonne chose. Exact. Mais il faut que tu aies différents canaux. Puis beaucoup d'entreprises ont de la misère avec ça. C'est qu'ils vont rouler, ils vont avoir un beau chiffre d'affaires, mais c'est basé sur 1 ou 2 gros clients. Et la seconde qu'un de ces deux-là quitte, là, c'est dangereux puis ça fait peur. T'es à la merci de ce gros client-là. Exact. Faut que tu varies tes portes streams, faut que tu aies des plans B. C'est dangereux quand même de jouer un peu là-dessus. Là. Faut que tu varies tes portes d'entrée. Et je regardais chez l'un de nos clients qui a un modèle qui est très fort en référencement. C'était à peu près, juste pour te donner un exemple en termes de pourcentage, c'est à peu près 55 à 60% de son modèle d'affaires. Okay? On est sur un modèle où ça fonctionne. Quand ça représente, selon moi, plus de 50% de ton chiffre d'affaires, c'est que ça roule. Okay? Oui. Mais ça peut s'essouffler aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a des facteurs qui sont externes que tu ne contrôles pas. Il y a un concurrent qui arrive, qui propose une meilleure offre que toi dans la même zone. Je peux te dire qu'il y a quelqu'un qui va essayer, puis une fois que cette personne a essayé, ça y est, c'est fini. Tes références, elles finissent par diminuer petit à petit, puis tu t'en rends même pas compte. C'est ça le pire, c'est un petit peu comme si tu as une bouteille avec des petits trous dedans. Elle va se vider au fur et à mesure, mais tu ne te rends pas compte de ce qui se passe. Alors que quand tu vas avoir une stratégie qui va être complémentaire, on en parle, ça c'est du contenu organique, typiquement, tu vas le mettre sur les réseaux sociaux, puis tu vas avoir une stratégie de référence à côté, tu vas avoir une stratégie paye de l'autre côté. Tu vas avoir en fait plusieurs portes d'entrée. Et tes attentes vont dépendre en fonction justement des retours que tu vas avoir sur ces portes d'entrée. C'est sûr que si tu investis 1000 pièces d'un côté, 1000 pièces de l'autre dans des congrès, dans des affaires de même, 1000 pièces en ads, puis 2000 en création de contenu organique, ça te fait 4000 à la fin de l'année. Mais regarde d'où viennent tes clients. Si tes clients viennent majoritairement du contenu organique, mets davantage l'emphase dessus. C'est ça aussi le but du jeu. C'est OK, je vais lancer une canne à pêche ici, une canne à pêche ici, puis je regarde ce qui prend. Puis dès que ça prend plus, hop, j'en rajoute. Ah, j'ai un résultat que j'aime pas trop, je lâche du loose. Mais c'est d'essayer.
Tu vois, le marketing, c'est ça, c'est une science en réalité. Oh mon Dieu, oui. Puis surtout le marketing comme que je fais, qui est purement organique, Ouais. c'est une game de constance. Donc, de dire que, tu sais, souvent, les entrepreneurs vont dire « Ah, mon Dieu, je suis prêt à investir tel montant par mois, je le fais pendant 3 mois, puis j'arrête complètement parce que là, le cash flow ne marche pas. Bon. J'ai pas de clients. Dans le sens qu'on ne peut pas s'assurer d'avoir de la clientèle, on peut s'assurer d'au moins d'avoir une croissance de communauté, de visibilité. Mais le meilleur exemple que je donne à un de mes clients qu'on travaille ensemble depuis 3 ans, c'est que ça a pris 12 capsules mensuelles pendant un bon 2 ans là, pour qu'il signe son plus gros client. OK. C'est juste parce qu'il y a une capsule qu'on a publiée à tel moment sur LinkedIn qui a obtenu 200 vues. Puis de ces 200 vues. Le owner prenait son café le matin, il l'a écouté à 9h30 le matin, puis il dit « Wow, j'adore ce qu'il a dit. » Fait que le timing était bon, la capsule était bonne. Ben oui, ça a pris 2 ans. Mais il s'est rendu là. Puis après, tu as toutes les tu sais, il y a eu des opportunités de coaching en one-on-one avec des petits entrepreneurs qui disaient « Ce que tu dis dans tes vidéos, j'adore ça dans ton podcast, j'en mange. Est-ce que je peux te payer pour ton temps, pour ton knowledge de comment tu as bâti cette entreprise-là? Puis moi, je vais apprendre ça pour bâtir ça aussi. » Fait que tu as tellement de choses qui est décuplées. Puis je pense que je l'ai dit dans notre rencontre préparatoire, mais je le dis des fois dans mes podcasts. Mon père m'a toujours dit « Tu fais jamais rien pour rien dans la vie. » Exact. Fait que tu donnes, encore une fois, de donner un petit peu plus, puis de donner du knowledge, de donner de ton temps. Mais créer du contenu, il faut arrêter de penser que c'est une short game, c'est une long game. C'est toujours ça. C'est définitivement une long game. Comme un business, là. Puis exact. Puis tu sais, il y a 2 choses que je voulais dire par rapport à ça. La première, c'est celle où, tu vois, nous, on est spécialiste sur la partie paid ads. Sure. On fait beaucoup de stratégies d'acquisition payante. OK. Malgré ça, malgré le fait qu'on soit très spécialiste là-dessus, Ouais. je recommande toujours aux entreprises d'avoir en fait du contenu organique. Pourquoi? Parce que nous, on s'est rendu compte avec du recul que même pour nous en termes de stratégie, lorsqu'on faisait des ads sans avoir de contenu organique, tous nos coûts ils explosaient. Pourquoi? Parce que dans le parcours de la personne qui est sur son téléphone, elle veut aller regarder ton profil Insta ou whatever, puis il y a 0 followers, il y a 0 contenu, mais juste une publicité où tu me dis « Écoute, je suis une meilleure, viens travailler avec moi. » Oh, mais t'es qui, toi? Mais t'es qui, toi? T'es qui? Pourquoi t'es le meilleur? T'es qui, toi? Et puis ça donne la sensation, la publicité donne la sensation de forcer la main à quelqu'un. Parce que n'oublions pas que il y a tellement de publicités qui passent aujourd'hui dans le feed. Aujourd'hui, les enchères sur les plateformes publicitaires, je ne suis pas là pour en parler, mais c'est du gros n'importe quoi. Ouais. C'est à qui dépense le plus d'argent. Donc, une personne, par point d'intérêt, se retrouve à avoir 15 vidéos à la suite dans sa story. Puis, si tu arrives à grabber l'attention, bah, tant mieux. Si tu n'y arrives pas, tant pis, c'est un bête. Exact. Mais si tu as fait ce travail de l'organique derrière, mais tes coûts, premièrement, d'acquisition, ils vont diminuer. Puis, tu peux être sûr d'une chose, c'est que la personne, elle va se dire « Ouh, cette personne, je peux peut-être lui faire confiance. » Et on l'a vu immédiatement. On l'a fait. On a fait un test sur une semaine à lancer des ads. Okay. Gros budget publicitaire. On n'avait pas de contenu, rien. Et qu'est-ce qui s'est passé? Peu de choses. Très peu de choses. On a eu des inscriptions et tout, mais très peu de choses. Par contre, une fois qu'on a lancé ces mêmes publicités en ayant mis du contenu, en ayant expliqué notre approche, en ayant mis d'autres modèles finalement sur lesquels les gens pouvaient se baser et faire leurs déductions par eux-mêmes, ben là, on a commencé à avoir des résultats, tu vois. Et c'est là aussi où je dis souvent que le marketing, c'est de la psychologie. C'est rien d'autre que ça. Moi, je suis un mordu de psychologie, et puis tout ce que je fais en psycho, je l'applique en market, puis c'est là où on a des résultats, tu vois. Donc, c'est un petit peu ça. Puis la deuxième chose que je voulais partager, ça me fait penser à une époque de ma vie où je voulais faire du stand-up. Puis quand j'étais en France, j'allais souvent au Jamel Comedy Club. Donc c'est le fameux club de Jamel Debbouze. Puis dans son approche, il avait, je pense que c'était les dimanches matins, je ne sais plus exactement, mais à un moment donné, il ouvrait en fait comme des scènes ouvertes à des personnes qui voulaient s'essayer au stand-up. Puis il a dit une chose qui m'a marqué jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Je pense qu'il a même parlé de sa vie. Il disait qu'en réalité, il ne te faut que 3 personnes dans une salle pour pouvoir faire la différence. Souvent, la première personne, c'est une personne de confiance, une personne que tu connais qui te permet d'être à l'aise sur la scène. La deuxième personne, c'est une personne que cette personne a amenée, qui est là pour
te soutenir malgré le fait qu'elle ne te connaît pas. Puis la troisième personne, c'est une personne qui est là de façon random, mais qui, elle, est intéressée par le sujet en question. Donc, qui est intéressée par le stand-up. Et je pense que d'ailleurs, son histoire, c'est un peu celle-ci, c'est qu'il s'est retrouvé dans une salle où il y avait très peu de personnes, mais il a fallu une seule personne pour qu'il puisse avoir la carrière qu'il est aujourd'hui. Donc, le contenu organique, c'est un peu ça. C'est, tu vas pas faire 10 000 vues d'un coup. C'est pas l'objectif. Mais il suffit que tu en fasses juste 100, comme tu as expliqué. Et puis dans les 100, il y a une personne qui a la décision à prendre. Puis là, c'est parti. Puis, ta carrière échange, tu vois. Tu as raison. Puis le point que je retiens de ça, c'est la persévérance, la discipline. Puis ça l'organique, il faut être discipliné. Si tu n'es pas discipliné, si tu fais appel à une compagnie un jour, tu arrêtes pendant 6 mois, il va rien se passer. Ça, même que je dirais, c'est pire de faire ça. Tu te tires dans le pied. T'es aussi mieux de ne pas publier de contenu rendu là, mais au pire, tu te dis, je vais publier une vidéo par semaine. Ou extrémiste, une par mois. Mais mettons une vidéo par semaine. Ouais. Déjà là, puis tu te dis que, hey, moi, ma capsule sort le mardi à 10h30. Puis là, chaque personne va tomber sur cette capsule-là. Ouais. Donc, tu bâtis une notoriété comme ça, mais oui, c'est de la constance, puis j'adore ce que tu as fait avec le Comedy Club, avec Jamel Debbouze. C'est ça. Puis les vues, par contre, mon Dieu, que les gens, ils s'enfargent là-dedans, dans les vues, dans le sens... La faute à qui? Ouais. La faute aux agences de marketing. Mon Dieu, mais ils là, vendent des 10, 15, 20 000, 30 000 vues. Mais encore une fois, on t'assure un nombre de vues, ça, c'est malsain, c'est malhonnête, parce que c'est pas réaliste, dans le sens que c'est pas parce qu'une vidéo a encore une fois 200 vues qu'une autre en a 100 000 vues. 100 000 vues ne veut pas dire succès d'une vidéo. Parce que ça peut aller tomber dans le négatif, de genre... Tu as voulu aller chercher du 100 000 vues, donc tu vas tomber sur un sujet clickbait. Ton hook va être dérangeant au complet, puis c'est dénaturant pour toi. Exact. Le bad rep de commentaires, de hate que tu vas avoir, juste parce que tu as voulu aller toucher un sujet qui vient chercher les gens, mais qui, dans le sens que c'est pas ta propre opinion, c'est pas tes valeurs. Ça t'appartient pas du tout. Ça t'ennuie, dans le fond. C'est pas bon pour toi. Je te dirais, t'es tout mieux d'avoir 10 vidéos à 200 vues que c'est tes propres valeurs, encore une fois, tu reach la bonne personne. Puis pour moi, dans mon livre, à moi, tu as réussi ta stratégie de contenu. Là. C'est ça. C'est pas un nombre d'abonnés, c'est pas un nombre de vues, c'est ce qu'il dit dans ta vidéo. L'approche, elle est vraiment sur... Et comme cette analogie que je vais faire, c'est que tu as 2 axes. Tu as l'axe de dire, je veux trouver une personne qui a $1 million à me passer. Ou tu as l'axe de, je veux trouver 1 million de personnes qui ont $1 à me passer. J'aime ça. C'est juste que dans l'un, tu vas prendre la tête pour faire le meilleur contenu, tu vas avoir un tas d'attentes, tu vas comme... Puis les retours vont être quasi nuls. Mais de l'autre côté, ça va être, oh, il est régulier. Oh, il est constant. Oh, à chaque fois, je le vois, à chaque fois, comme... Oh, c'est bien ce que tu fais, j'aime ton contenu. Puis moi, avant d'être dans le marketing, je faisais beaucoup de choses sur le développement personnel. Puis je mettais des choses tous les jours. Mais des pensées, des livres que je trouvais tous les jours. Puis les gens, c'était comme, oh, t'es coach. C'est comme, non. Je suis juste quelqu'un qui partage ses trouvailles. That's it. Mais dans la tête des gens, il se passe des choses. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Donc, plus tu vas parler d'un sujet, plus tu vas être présent. Même si c'est une souris spontanée, même si c'est juste un texte ou whatever. Plus dans la tête des gens, ils vont se dire, mais en fait, t'es la personne. You're the guy. Et après, la stratégie derrière l'acquisition, de captation, de haute, ça, on est dans un autre sujet là, mais sur cette partie qui concerne notre domaine dans lequel les gens se font souvent entourlouper, je mets souvent le warning de dire comme, on vient me voir, oh, tu fais de la création de contenu, tu fais des vidéos. Non, j'en fais pas. Mais t'en fais pour toi. J'en fais pour moi, je n'en fais pas pour les clients. Puis, si j'en fais, je veux que tu comprennes que ça fait partie d'une stratégie globale. Si tu me fais juste du contenu organique, il n'y aura rien qui se passe. Si on a une approche, puis même le contenu organique, c'est de quoi est-ce qu'on va parler? Tu veux juste être devant une caméra? OK, vas-y, go ahead. Ouais. Mais si tu veux comme mettre en avant une offre, oh là, je vais être ton gars, puis on va travailler sur ton offre, sur ton message, sur la clarté de ton ICP. Ton avatar, c'est qui? Parce que derrière ce qu'on fait ensemble, moi, je peux le réutiliser dans mes ads pour faire du retargeting, etc. Donc, surtout maintenant que l'IA scrape la plupart des contenus, tu peux plus te permettre de faire juste des publications spontanées. Tu dois vraiment être bon dans ce que tu dis. Oui, parce qu'il y a tellement de noise, de gens qui se lancent, qui créent des vidéos que souvent les gens vont aller vont passer par-dessus la stratégie puis l'idéation. Puis même ton ton de voix, comment tu vas amener tes vidéos, comment tu veux les monter, ton style, ton branding.
comme partir un podcast, il faut que ça soit fait en amont, que tu fasses du testing plutôt que de te lancer puis d'investir, au contraire, tu sais, X nombre d'argent pour produire des vidéos qui sont pas alignées avec toi, puis que toi, tu as un petit peu un dédain, que tu es gêné de publier parce que c'est pas aligné avec toi. En ce moment, je suis en train de payer c'est William Barrett, shout-out à William Barrett, Nova Branding, on en a parlé. Ouais, je me souviens. Il est très bon sur le personal brand d'ailleurs. Ouais, mais est-ce qu'il y a 100 000 abonnés? Non, pas du tout. Il n'y a pas 100 000 abonnés, mais je paye son offre dans sa coop parce que je vois à 100% sa valeur, puis je vois déjà le retour, puis j'aime son approche, puis j'adore ça, I love it, tu sais. Puis je me forme sur le personal branding, tu sais, parce que j'ai des croûtes à manger, des choses à améliorer, j'ai des croyances des fois à briser, puis voilà. Fait que ça, c'est important d'aller bâtir cette éducation-là à travers le personal branding. Exact. Puis, encore une fois, le personal brand, tu peux le prendre de deux façons. Tu peux être très fancy dans ton approche. Tu peux être comme « Woo, I'm the best ». Puis moi, j'ai pris le pari de la longévité. C'est-à-dire que pour moi, le personal brand, c'est quelque chose qui se construit sur des années. C'est toute ta vie. Des décennies, voire, tu sais, genre... C'est vraiment un jeu long terme, plus qu'un jeu court terme. Oui. Je comprends qu'il y a certaines entreprises qui ont des exigences et des besoins immédiats de résultats, mais ce qu'elles oublient souvent, c'est que pour bâtir une réputation, donc on appelle personal brand parce que c'est juste de la réputation, sa e-réputation, ça prend des années. Ah oui. Genre, aujourd'hui, tu peux aller taper Maxence et voir Maxence Inguet, puis voir des sujets où je parle de marketing back then, il y a 10-15 ans en arrière. Fou, et c'est ça qui va faire que demain, je vais discuter avec une entreprise, je vais lui dire, je suis dans le game depuis plus de 10 ans. Elle va y aller, elle va checker parce que les gens vont checker. Ça, c'est comme, ils vont aller regarder derrière, puis ils vont dire comme, OK. Oui, OK. Il a sorti de quoi il y a comme... Ah, il y a une vidéo où il parle du marketing. Oh, intéressant, je vais écouter. Oh, il y a des affaires où il est... Oh, responsable marketing. La psychologie, c'est ça. Tu n'as même plus besoin de dire que tu es un expert parce que les gens vont le savoir déjà. Exact. Tu connais peut-être Gary Vee, Gary Vaynerchuk, le classique avec son show de vin, de goût qui a commencé sur YouTube au début de YouTube. Il vendait du vin. Crazy, en passant. Aujourd'hui, il a l'une des plus grosses agences marketing du monde, 340 millions à l'année. Le gars, il a juste vendu du vin de base. Mais il a commencé à créer du contenu quand les gens ne voyaient même pas ça. Exact. Donc... Puis ce qu'il fait aujourd'hui, excuse-moi, c'est ce que les mini-gourous font. C'est-à-dire qu'il a pris une plateforme, il la master à fond, puis aujourd'hui, il la vend. Sauf que lui, il le fait d'une façon business. Sure. Genre, je vais chercher des gros contrats. Les marketing gourous, ils vont acheter une petite formation, ils apprennent, ils pratiquent. Ils pratiquent beaucoup plus que toi qui le fait pas du tout. Sûr. Puis après, ils viennent et ils te vendent un petit programme, là. Petit programme sexy à $97. Puis ce programme à $97 a pour objectif de révolutionner ton business, de te faire faire des millions. Mais là, ce qui lui fait faire des millions, c'est ton programme là. C'est pas la stratégie parce que ces jeunes là, avec tout le respect que j'ai pour eux, ben ils ont pas cette vision. Ils n'ont pas la vision de l'entreprise. Ils ont la vision de leur réalité qui aujourd'hui make money fast. Et c'est aussi fou de voir qu'on est dans une économie où on peut se permettre de faire ça, mais la réalité, c'est que si tu dois prendre la responsabilité d'une entreprise, moi en tout cas, c'est le parti que j'ai pris, travailler avec des entreprises et prendre vraiment le côté plus comme on participe réellement à votre réussite, etc., ben, ça te positionne dans une posture où, ben, à un moment donné, tu peux dire n'importe quoi, tu dois faire attention à ce que tu dis, ça doit te responsabiliser davantage, tu vois ce que je veux dire? Et le gain, il est là pour moi. Le gain, il est dans... Encore une fois, c'est un jeu long terme, tu vois? Tellement. C'est vraiment ça. Et je pense que, puis aussi dans le choix de la clientèle avec qui tu veux travailler, c'est important de ne pas se dénaturer, de dire oui, peut-être un client potentiel qui est hyper payant, puis je vais te parler, disons que j'aurais l'opportunité d'interviewer Grant Cardone. Grant Cardone, 10X, tout le monde connaît. Moi, personnellement, mes valeurs ne s'alignent pas avec la manière qu'il s'exprime. Je le trouve trop américanisé, trop consommation, trop... I don't like it. J'aime pas son parler, mais au contraire, j'adore Alex Hormozy. J'adore Gary Vee, parce je trouve qu'ils sont un petit peu plus terre à terre. Plus... Fait que, mais je m'alignerai pas avec ces gens-là parce que oui, peut-être que l'aspect financier est intéressant, mais je suis pas prêt à encourager ce genre de mission-là. Ça, c'est une introspection à faire. Puis souvent, les jeunes entrepreneurs qui se démarrent vont se comparer à la personne qui a une Lambo ou l'hélicoptère dans l'avion, dans le jet privé, parce qu'ils vont tous à Dubaï. Ils vont tous à Dubaï parce que il y a de l'argent à sauver là-bas, à faire de l'argent. Fait que moi, je trouve ça poche, puis la majeure partie des jeunes, ben, ils vont perdre de l'argent dans des formations bidons.
Non, il faut vraiment les éduquer. Ouais. J'ai un petit cousin qui a comme 20 ans, puis il finit à peine son école, puis il me dit « je vais être millionnaire, etc. » C'est aussi ce qu'on leur met dans la tête. Nous, on vient d'une génération où voilà. On était un petit peu entre ces deux mondes. Il y a l'ancienne école où tu dois faire des longues études, etc. Et puis, on est un peu, puis il y a cette nouvelle école où on t'explique que tu n'es pas obligé de t'attacher à une entreprise pendant dans 150 ans si elle ne rejoint pas tes valeurs. Bon. Ouais. Puis il y a cet aspect de mais économiquement, aujourd'hui, dans le contexte actuel, le fait que tu sortes avec un master ou un doctorat, avec tout ce qui se passe actuellement, je ne suis pas capacité de te recruter, de te payer à ton plein potentiel. Donc, tu as deux avenues. Soit tu travailles pour moi et tu acceptes de te vendre moins, soit tu te lances à ton compte. Puis souvent, il y a ce qui se passe dans notre génération, c'est qu'on a beaucoup de personnes qui vont se lancer à leur compte. C'est vrai. Et ces personnes qui se lancent à leur compte apprennent à développer un business. Exact. Elles ne savent pas comment on fait. Non. Elles n'ont pas l'expérience professionnelle de le dire comme la personne qui l'a fait à 50 ans. De dire, mais écoute, ça fait 10 ans que je le fais. Non, tu viens de graduer. Ouais. La réalité, c'est qu'au pire des cas, ça fait 5 ans que tu es dans le marché. Et c'est OK. C'est OK. Il faut juste que tu sois en accord avec ton message. Il ne faut pas que tu ailles mentir. Moi, je dis souvent, c'est fake it till you fuck it. C'est comme... Fake it till you fuck it. Ouais, c'est comme si tu vas faire semblant de j'ai fait des millions. Non, you're not. T'en as jamais fait. Et c'est OK. Mais c'est une nouvelle façon de faire du business aujourd'hui. C'est sûr que moi, mon approche, elle est peut-être plus sur celle d'Alex Hormozi, que j'aime beaucoup, qui est très axée sur je veux te montrer mon knowledge à travers... justement du content que je mets, qui est très éducationnel, où en fait, dans l'éducation, je te montre exactement comment est-ce que je ferais pour moi-même. Puis j'ai cette capacité aussi à me mettre dans ton univers pour voir si ma technique peut fonctionner pour toi. Puis encore une fois, c'est un bête. Puis il y a beaucoup d'endroits où ils mettent des disclaimers. Il y a beaucoup d'endroits où il y a des petites astérisques, des petites étoiles, et ils te disent attention, c'est un message qui est très générique, il peut ne pas s'appliquer à votre business. Faire ça, c'est honnête. Exact. J'adore ça. Exact. C'est juste un bon humain. Et pendant longtemps, c'est vrai que sur la place, il y avait Grant Cardone qui était là, oui. Il y en avait d'autres qui sont passés avant. Il y a eu le fameux Tai Lopez qui était là aussi avant, qui a raflé la mise à l'époque, au début je dirais, de tout ce qui était SMMA, etc. C'est lui qui a lancé les premiers concepts d'agence marketing, réseaux sociaux. Il y a Jeremy Haynes aussi, qui a encore un autre... Mais quand tu remontes la chaîne, tu te rends compte qu'en fait, il y en a beaucoup qui n'étaient pas nécessairement honnêtes. Puis aujourd'hui, Alex, il a le succès qu'il a. Je l'appelle Alex comme si c'était mon ami. Yo, Alex. Yo, Alex. Hormozi, what's up, bro? Mais c'est vraiment ça qu'il a fait. Il a emmené ce côté où j'ai juste des gros bras et une casquette, tu penses que je suis cave, mais je vais te montrer que j'en ai là-dedans, puis ça fonctionne. Puis voilà, il s'est associé avec Sam Ovens. Sam Ovens, c'était dans le milieu depuis un bout, avec son truc consulting, je sais pas quoi. Puis aujourd'hui, il a dépassé Sam Ovens de loin, alors qu'il était là avant. Tu sais, on pourrait parler de ça pendant des heures, mais c'est vrai que aujourd'hui, la mission qu'on a, nous, c'est de premièrement protéger cette magnifique industrie qu'est le marketing. Pour moi, c'est une super belle industrie. C'est une belle industrie qui colorie, mais encore une fois, bad rep à cause de des coursiers immobiliers aussi. Je veux dire, n'importe quelle industrie. Mais c'est comme tout. Hein. C'est comme tout. Mais souvent, les personnes comme nous, et je me lance pas des fleurs, mais souvent, les personnes comme nous qui sont honnêtes ont moins de succès parce que... Pas un moins de succès, je peux pas dire ça. Mais on a un succès qui est moins flamboyant. Parce qu'on est beaucoup plus sur la réalité de terrain. J'ai pas de temps pour aller brag avec une Lamborghini. Derrière, j'ai une femme et un enfant qu'il faut que je puisse faire grandir, évoluer, à qui il faut que je puisse donner un maximum de valeur et de ressources. Et si demain, ça demande que je puisse avoir une Lamborghini pour le faire, je le ferai pas parce que qu'est-ce que je risque pour ça? Qu'est-ce que je mets en danger pour ça? Tu vois, les jeunes qui le font aujourd'hui peuvent le faire. Si j'avais eu leur âge et que je serais dans leur économie, peut-être que je l'aurais fait pour me faire de l'argent si j'étais quelqu'un qui était avide et sans valeur. Maintenant, bon, c'est pas le cas. Mais en tout cas, on a comme objectif, nous, je dirais en tant que, je vais dire, on n'est pas des anciens, mais on est au milieu de cet univers de protéger cette industrie. Moi, c'est une industrie auquel je crois comme jamais. C'est mon mantra. Mon mantra, c'est quand j'arrive dans une entreprise, c'est OK, qui est venu vous voir avant? Puis si c'est une grosse compagnie de ce monde, OK, tant mieux. Si c'est un petit qui vous a vendu un bucket à comme 30K, je suis comme non. Là, on va resituer les choses, puis on va juste s'assurer que
votre message est clair, que votre offre est précise et que vous connaissez vos clientèles. C'est la base de tout. C'est les fondations. Puis après, sur ça, on va rajouter une stratégie. Mais on fait rien si ça, c'est pas fait. On va pas aller naviguer dans votre marché si tout ça, c'est pas défini. Tu vois? Et il y a beaucoup d'entreprises, notamment des PME québécoises, qui ont grandi par la force du ground. Tu vois, c'est des gens qui sont battus, qui ont passé leur entreprise de génération en génération, qui ont battu une réputation, etc., etc. Donc, pour moi, c'est des personnes qui sont facilement... On peut facilement venir les voir en disant « Oh, vous avez fait ça, c'est cool, mais vous pouvez faire mieux. » Pardon? Respect. Respect. Vous avez réussi à développer tout ce que vous avez développé. Oui. Et vous êtes encore là. Ça fait 25 ans que vous êtes 25 ans que vous avez créé une business. Je suis désolé, j'ai une entreprise qui a à peine 4 ans. Je ne peux pas vous expliquer comment est-ce qu'on fait pour la maintenir. C'est pas vrai. Par contre, je peux venir vous aider à aller chercher plus sur mon domaine d'expertise. Parce que je vois qu'il y a des aspects que vous négligez. Mais l'expertise, c'est de savoir une chose de plus que quelqu'un. C'est tout. Mon expertise, c'est ça aujourd'hui. L'expertise, c'est tu vas voir le médecin parce qu'il connaît un truc que tu ne connais pas. Exact. Tu vas chercher un expert dans un... Est-ce que tu penses que les médecins entre eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont tous le même knowledge? Non. Mais non. Ils vont discuter celui qui en connaît un de plus. C'est ça l'expertise en réalité. Puis il y a un super bon livre de... Je pense que c'est... comment il s'appelle? C'est Richard Branson, Expert Secret, The Expert Secret, qui est incroyable, qui explique justement ces concepts d'expertise. Peu importe l'industrie dans laquelle on est, l'expertise, c'est simplement avoir le knowledge de plus que la personne que l'on cible. Tu peux être un expert à n'importe quel niveau pour n'importe quelle personne. Exactement. Donc... Si je passe plus de temps à travailler sur un sujet que toi, il y a de fortes probabilités que tu me perçoives comme un expert. Si je commence à documenter les bonnes pratiques en termes de consommation de produits bio et que j'en parle tous les jours, que je viens de voir dans un mois et que je te dis hey, je suis un expert en produits bio, tu vas me dire quoi? Ah ouais, vas-y, dis-moi. Puis là, je vais te déballer tout mon... Mais je vais tellement t'en donner que tu vas dire ah ouais, ok, c'est l'expert, je lui fais confiance. Exact. 100%. Ah. Et c'est là que ça devient intéressant. I know. Et le doigt sur le marketing, c'est ça que je veux en venir, c'est ça qui se passe actuellement. C'est des jeunes, c'est des personnes qui ont appris les choses, qui viennent vous voir et qui vous les retranscrivent. Mais est-ce qu'elles l'ont appliqué réellement? Qu'est-ce qu'elles ont testé? Oui. Tu vois, qu'est-ce que tu as testé? Exact. Le résultat, tu veux montrer un résultat fancy, ou je peux partager des résultats aussi, je peux te montrer ce que j'ai dépensé. Parce qu'il y a une formule sur les réseaux sociaux. On peut faire une vidéo qui est bien coupée, qui est bien amenée, pour obtenir X nombre de vues, parce qu'on va parler d'un sujet. Souvent, les sujets clés, on parle de tabac, on parle de sexe, on parle d'alcool, on parle de... C'est ce qui fait cliquer. C'est ça qui fait cliquer. Est-ce que c'est ça qui va bâtir ta réputation? Ben non. Donc, on n'ira pas là-dedans. Donc, tu sais, c'est intéressant ce que tu dis. C'est vraiment de bâtir quelque chose sur du long terme. Puis c'est pour prêcher, on pourrait être t'imagines si c'est un podcast où c'est pas intéressant, tu vas trouver ça long. T'imagines, bro. Imagine le concept du podcast, c'est tous les sujets plates. C'est ça. C'est comme les gens, ils viennent, ils parlent. Puis t'es comme... OK, bon, t'as juste envie de parler. OK, d'accord. Il n'y a rien d'intéressant dans ce que tu dis, mais... Il y a un contenant, il n'y a pas de contenu. Exact. C'est comme, c'est cool, t'as fait un podcast. Ça aussi, c'est un sujet dont on pourrait parler pendant des heures, mais on n'en parlera pas. Mais il y a des podcasts vides comme des marketing vides. Écoute, le podcast, on est dans une drôle une drôle de période, mais pas une période qui est drôle. Okay? Tu dirais en contenu ou en marketing? En marketing. En marketing, tu sais, aujourd'hui, je pense qu'il faut réellement se poser des questions sur, en tout cas, si on a un business et qu'on veut développer son activité, c'est quels sont mes fondamentaux? Est-ce que je connais mon offre, mon ICP? Je le répète souvent, parce que c'est comme ça que nous, on approche les clients. Puis ensuite, c'est quelles sont mes projections? Où est-ce que je veux être en termes d'activité dans quelques années, plutôt que de faire du mois après mois, parce que souvent, c'est ce qui se passe. Puis de ça, c'est à qui est-ce que je peux faire confiance aussi. Il y a des questions que moi, je pose essentiellement. Si j'ai une PME, ben, je veux poser la question à une agence marketing. OK, quels sont les résultats que vous êtes capable d'obtenir en 90 jours? Est-ce que vous travaillez avec des personnes de mon industrie? Quels sont les résultats que vous avez obtenus pour eux? S'il y a un résultat que vous n'êtes pas capable de me délivrer, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est quoi votre procédé? Est-ce que je vais quand même recevoir une facture? C'est comme... c'est poser toutes ces questions. Je vais pas m'engager avec vous. D'abord, je veux juste savoir quel est votre fonctionnement. Sur quoi est-ce que vous engagez?
regardez les lignes des contrats. Souvent, vous allez voir que nous ne nous engageons pas à obtenir... Nous ne sommes pas engagés sur des objectifs de résultats, mais sur des objectifs de moyens. Souvent, les agences marketing vont dire on a donné tous les moyens, mais elles ne vont pas s'engager sur des résultats. Alors que nous, par exemple, on a une approche qui est... tu sais, ça fait trop genre nous. Non, mais on a une approche qui est très basée sur le partage de résultats. Okay. C'est-à-dire que de plus en plus, j'essaye d'insérer cette offre-là dans mon approche parce que si tu partages le risque, automatiquement, ton gain il est plus intéressant en tant qu'agence. En tant qu'agence. Quand tu dis partager le risque, c'est... C'est-à-dire que tu vas baser ton approche sur les résultats. Exemple, nous, on fait beaucoup de lead generation. On fait de la génération de leads. Si les leads qu'on t'emmène te permettent de closer du business sur une période X, ben là, on va prendre un pourcentage sur les ventes qui sont faites. Ouais. En attendant, s'il n'y a pas de résultat, ben on va avoir un minimum fees, forcément. Mais reste qu'on sera bien loin de ce que je serais susceptible de te charger si j'étais juste sur un objectif de moyens. Je trouve que c'est honnête puis crédible. Dans le sens, comme vendeur aussi, tu sais, garde de dire oui, je suis le meilleur, oui, je vais t'amener telle chose. Mais clairement, tu sais, on a des datas qui viennent mois par mois à partir des stratégies qu'on va mettre en place. Puis je pense que le marketing, souvent, encore une fois, on en a parlé un petit peu, là, mais les gens se lancent, ils n'ont pas de structure. Ils n'ont pas de structure. Il y a peut-être quelqu'un, ils vont déléguer ça parce que eux, ça ne leur intéresse pas puis ils veulent faire autre chose. Ils vont payer encore une agence que eux pensent qu'ils ont peut-être la stratégie en or, mais que c'est un copy and paste sur chacune personne. Et donc, on manque de la personnalisation. Puis en réalité, une stratégie marketing, il faudrait quasiment que ce soit une entreprise, une entité distincte. De A à Z, de genre, c'est quoi la structure, avec qui on travaille, c'est quoi l'objectif, quel genre de revenus qu'on va aller générer, quel genre d'avenue qu'on veut, communauté, réputation. Everything. Tout ça, c'est une machine en elle-même. Exact. Puis l'intelligence d'affaires que tu peux avoir dans une entreprise, c'est aujourd'hui une bonne agence marketing, et là, je vous donne mon clou, les gars, et les filles. C'est quoi une bonne agence? Qui développent leur agence marketing. Okay? Pour moi, une agence marketing, c'est un département d'intelligence d'affaires. Ouh. C'est pas juste un prestataire de service. C'est, OK, je me greffe dans ta business, puis je suis du côté de la business, de là où on fait des ventes. OK? C'est ça ton département. Exact. Donc, je dois avoir l'ingénierie d'affaires qui me permet de comprendre avec le temps ce que me rapporte un client. OK? Mon positionnement produit-prix par rapport à la concurrence. Donc, forcément, pour communiquer sur une offre en particulier, je dois faire une recherche, une étude. Cette étude, je la mets à disposition à la business en question pour laquelle je travaille. Je leur apprends des choses peut-être qu'ils savent ou qu'ils ne savent pas. Puis, j'ai une intelligence collective avec eux qui me permet de leur faire développer leur business. Ouais. Tu vois? Nous, on a eu le cas avec un de nos premiers clients avec lesquels on travaille qui fait de la gestion locative. OK? Pendant un bout, on faisait rentrer des mandats, des leads. Okay? Les leads qui ensuite emmenaient sur des baux locatifs. Puis, on est parti d'une étude qui nous donnait à peu près la durée moyenne que restait un locataire dans leur entité. Okay? Les premières campagnes qu'on fait, on se dit, bon, on fait rentrer des leads, mais on n'a pas de visibilité parce qu'on n'avait pas accès au CRM. Okay. Puis avec le temps, ils nous ont fait confiance, on a commencé à avoir accès au CRM, comprendre, faire un petit peu le maillage entre l'acquisition, la conversion avec le website et tout, puis les séquences d'emailing, etc. Puis au bout d'un an et demi, donc on a suffisamment d'années collectées, on a suffisamment d'assets, etc. Au bout d'un an et demi, ils nous disent, bon, écoute, on aimerait faire le point, voilà notre base de données de toutes les locations qu'on a fait rentrer sur les 2 dernières années. Et voilà la base de leads que nous, on a, qu'on leur a proposé. Faites le croisement pour voir, en fait, finalement, quels sont les leads qu'on convertit. Tiens-toi bien, mon gars. Il s'avère qu'en réalité, depuis 1 an et demi, on leur a permis de générer. Et ça, c'est un chiffre que j'ai pu sortir basé sur ce qu'ils nous ont donné. Donc, c'est pas du brag ou c'est comme $150 000 par mois. C'est 1,5 million sur 1 an et demi. Ouf. Nous, notre investissement initial, il est de 80 000 pièces. Donc, fais le calcul. Là, je suis capable de dire, mais attends, l'argent que tu as investi avec moi te permet aujourd'hui de capitaliser sur ça. Ce qui veut dire que moi, en termes de positionnement dans l'entreprise, mais ça n'a plus rien à voir. Parce que je suis capable de dire, mais je sais ce que je t'ai généré. Et donc, eux sont comme, mais voilà ce que tu nous as généré.
Et donc là, c'est comme, comment est-ce qu'on fait pour maintenir ça, voire doubler ça l'année prochaine? Bien sûr. Et donc là, c'est comme dans une grosse entreprise, comme dans des grandes entreprises dans lesquelles tu peux travailler, c'est on va baser nos résultats sur des données qui sont prédictibles. Comprendre les datas. Comprendre les datas. Je sais que quand tu as 51 personnes qui viennent de la publicité, tu génères en moyenne 150 000. Donc, si je double ce résultat, tu vas faire 300 000. Et ainsi de suite. Tu vois? Et on arrête les approches qui sont juste comme « Ah oui, mais non, mais les impressions sont bonnes, les coûts par clic sont relativement faibles. Non! Soyons des ingénieurs, les gars. Les coûts par lead augmentent, il faut l'expliquer. Les coûts par lead augmentent parce qu'on est dans une période où il y a beaucoup d'annonceurs, parce qu'on n'a pas fait de renouvellement des créatives, parce que vous avez arrêté de faire des publications en organique. Et on rentre là-dedans, tu vois. Puis ça nous permet d'être beaucoup plus explicatif, puis de ne pas avoir peur de rentrer dans les sujets qui fâchent. De pas être capable de donner des résultats, c'est des choses qui arrivent constamment. Par contre, ne pas être capable d'être présent pour prendre ses responsabilités et dire à un client, écoutez, là, on n'a pas de résultat, ça ne fonctionne pas, on met un stop, on vous revient avec quelque chose, et qu'on revienne, actually. Que tu n'attendes pas 3 semaines, que le client te relance, parce que le client a d'autres réalités. Mais que tu peux être sûr d'une chose, c'est que pendant les 3 semaines où tu n'as pas relancé, il a magasiné ailleurs. Ben c'est clair. C'est la rapidité, l'efficacité, puis la créativité. Exact. Il faut que tu sois capable de pivoter, parce qu'à un moment donné, oui, c'est une campagne ads qui fonctionne pendant X nombre de temps. C'est pas vrai qu'elle va fonctionner pendant des années. Là. Exactement. Faut varier. Là. Tu dois varier. C'est pour ça qu'il faut que tu sois data-driven, mais quasiment... Puis encore plus avec l'intelligence artificielle. De moins en moins, tu vas pouvoir te permettre d'avoir de la souplesse sur tout ce qui est tes données, etc. Parce que les entreprises qui vont vraiment prendre le pas sur les 10 prochaines années sont celles qui vont rester en vie en termes d'activité. Et ça, c'est quelque chose auquel je crois. Je ne dis pas aux entreprises qu'elles doivent tous sauter sur l'intelligence artificielle. C'est pas ce que je dis, parce que pour ça, il faut quand même avoir, comme je te dis, encore une fois, des fondations qui sont claires. Tu sais, j'ai eu la chance de travailler dans certaines compagnies en tant que consultant, puis même eux ont du mal à développer l'intelligence artificielle. Donc, on se calme là. Tu sais, comme tout le monde qui veut envoyer de l'intelligence artificielle dans sa stratégie, c'est pas vrai. C'est pas possible. Par contre, on peut utiliser certaines IA pour pouvoir avoir du knowledge sur sa compagnie, pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir comprendre nos données. Okay? Puis, on peut challenger les gens avec qui on travaille, les départements. Tu sais, on peut comme être meilleur pour avoir des meilleurs résultats, parce que l'objectif est toujours capitaliser. Non, c'est toujours des objectifs de capitaux. En fait, dans le fond, c'est toujours du business, en plus de l'argent que tu vas faire rentrer dans la business. Mais c'est ça, c'est un peu ça aujourd'hui. Le conseil, le recul, ça fait 4 ans que je suis au Québec, puis est-ce que c'est quelque chose que tu vois au Québec précisément, ou que les gens, les datas sont un petit peu floues, c'est pas un intérêt? Non. Je pense que c'est généralisé. Il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps aux US qui disait que 80% des entreprises qui essaient de déployer de l'IA, etc., n'y arrivent pas au bout de 3 mois parce qu'elles ont des problématiques de base de données, des problématiques de sécurisation de données, de systèmes qui ne fonctionnent pas, de coûts. Des coûts, les coûts pour pouvoir déployer des solutions, on les imagine pas. On se dit, ah oui, ça va pas coûter cher avec des histoires de tokens, etc. Mais ça coûte actually très cher de pouvoir maintenir les solutions dans le temps. Ou bien de prendre certaines... Il y a des grosses machines comme Snowflake, Databricks, BigQuery, Azure, AWS. Tout ça, ça a un coût. Tu peux pas l'ignorer. Tu peux pas comme faire, ah non, on va déployer une solution, ça va fonctionner du début, puis on va économiser. Non, c'est pas vrai. Tu vas avoir des erreurs, tu vas avoir des Il y a des départements de gouvernance dans les entreprises qui sont là juste pour contrôler les coûts. Voilà. Contrôler les coûts, en fait, d'utilisation de jetons, parce que, OK, on a budgétisé 30 000, mais tu fais tellement de tests que finalement, on a dépensé 3 fois le résultat, mais parce que c'est un modèle d'itération. L'IA, on fait beaucoup d'itérations, on teste beaucoup de choses. Il n'y a pas de certitude, il y a beaucoup d'inconnus, il y a beaucoup de mauvaises réponses. Donc, c'est ça la réalité. On est dans l'âge d'or de l'IA, mais avec les agents IA, justement, je parlais avec Jean-Michel aujourd'hui, il me parlait, c'est incroyable, c'est quasiment un assistant personnel, ça te permet d'aller tellement performant, puis il parlait justement de data, de réseaux sociaux, puis de faire un comparatif dans un fichier, puis il t'amène tellement des connexions aussi juste créatives, de faire un document sur Canva après te connecter. Ça te permet juste d'être extrêmement bien performant. Le seul talk que j'ai de la misère aujourd'hui, c'est l'IA ne va pas remplacer un humain. Dans le sens, un humain créatif, innovant, je pense qu'à certains niveaux, il y a la valeur de
de me faire répondre au téléphone par un humain versus un IA automatisé, ben, moi, ça me dégoûte pour le moment, d'accord, avoir des boîtes vocales un peu, pas informatisées, mais automatisées par un IA. Fait que je suis comme, ah, man, je veux parler à Jocelyne, 56 ans, là, tu sais. Mais c'est un peu peut-être moi qui a ce blocage-là, mais je trouve qu'il y a une valeur humaine, là. Il y a une valeur humaine, mais ici, j'aimerais bien lancer le débat. Puis je suis pas trop pour faire la controverse, malgré le fait que je suis français et que j'aime bien les débats, mais... Jusqu'à où est-ce qu'on est capable parfois de prendre l'IA ou pas. Exemple, parfois, c'est des choses que moi-même j'ai entendues. Exemple, les centres d'appel. Tu veux délocaliser ton centre d'appel dans des pays où la main-d'œuvre est moins chère, dans lequel finalement tu vas avoir des problèmes de compréhension, etc. Puis tu vas avoir ta clientèle qui va dire mais c'est quoi ça? Ils sont en train de délocaliser. Donc en termes de valeur perçue, t'es en train de tout perdre. Tu vois? T'es en train de tout perdre. C'est vrai. Et j'ai pas de problématique avec ça. Mais je dis juste que en termes d'éthique, c'est quoi ton éthique? Ton éthique, c'est de dire que finalement, pour le profit, t'es capable d'aller dans des pays où en fait, tu vas te permettre de délocaliser. Ces gens-là vivent dans un stress permanent parce qu'en plus de ça, ils ont moins de moyens que toi. Donc, ben, toi, tu te dis, ça me coûte $1,000 par mois de délocaliser mon centre d'appel avec des gens qui, en fait, ont besoin de ce $50 pour vivre. Exact. Et l'intelligence artificielle qui embarque à un certain niveau, qui te permet de faire de la préqualification, etc. Et puis c'est sûr, de l'autre côté, tu vas me dire, ouais, mais là, finalement, on leur enlève de la job. Oui, je comprends. Mais c'est toujours à prendre avec des pincettes sur certains sujets. Tu sais, je pense qu'en effet, exemple, la PME qui a plusieurs départements, qui a sa secrétaire, son assistante, etc., mettre de l'intelligence artificielle là-dessus, puis en plus prétendre que tu es une entreprise humaine, etc., pour des questions de coût, ça, c'est non. Par contre, c'est comme à l'époque où on a fait de la transformation numérique, c'est la même chose, où on a commencé à expliquer aux gens comment est-ce qu'ils devaient centraliser la plupart de toutes leurs informations sur l'ordinateur, etc., alors que les gens étaient papier. Ou littéralement les répondeurs automatiques. Ou les répondeurs automatiques, exactement. Aujourd'hui, c'est de base. Je pense qu'il y a une frontière. Selon moi, il y a comme... C'est toujours tendancieux. Il y a des affaires sur lesquelles l'IA peut aider. Il y a des affaires sur lesquelles il faut faire attention. Mais il ne faut pas tomber non plus dans cet aspect de « Ah ouais, ben, tu sais... genre, je vais faire de l'IA à tout prix, puis en même temps, je mets de côté mes valeurs. Puis en même temps, il faut prendre des décisions de business qui sont éclairées. Puis je comprends ces entreprises c'est tellement de la zone grise parce que c'est du cas par cas. Exact. Il y a des situations qui vont être extrêmement pertinentes, d'autres non. Puis je veux parler de ça, juste une petite parenthèse. Je me suis fait dire récemment, proposer en fait, hey Anto, tu devrais aller chercher des monteurs vidéo en Inde, ça va coûter 3 piastres la capsule, genre. Mais je suis comme... Là, il me dit, ouais, mais si tu vas... check par année combien ça va coûter. Je suis comme, ça me fait plaisir de payer quelqu'un beaucoup plus cher au Québec. Ouais. Ça, je suis d'accord avec ça. Parce que, évidemment, il y a l'aspect local, mais notre économie. Mais je me sentirais malhonnête d'aller piger un peu dans un autre pays puis de profiter de ces gens-là aussi, nécessairement. Quand c'est pas leur juste prix. Là. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça qui est fou, c'est que tu acceptes indirectement de ne pas les payer à leur juste prix pour du profit. C'est vraiment malhonnête. Puis après, tu vas juste prétendre que tu es quelqu'un d'humain, que tu es quelqu'un qui a des valeurs, de trucs. Quand tu fais ça chez vous. Et je comprends les chefs d'entreprise. Même moi, j'ai réfléchi à un moment donné à OK, mais je suis en train de développer ma business, je suis en train de croître, je veux conserver mes marges, il faut que je fasse attention. Ouais. Est-ce que je ne devrais pas délocaliser, trouver une main de... Le fait d'y penser, c'est justement que tu es dans la bonne direction. Parce que ça veut dire que tu vas te poser les bonnes questions te concernant en tant que chef d'entreprise, parce qu'au final, ça devient notre décision. Puis moi, ma décision, c'est d'engager au local. Parce que j'ai envie d'avoir une entreprise qui contribue à l'économie québécoise, qui crée des emplois, qui crée des jobs. Puis aujourd'hui, on n'est pas beaucoup. On est 5, on est dans un modèle plus de sous-traitance, mais toutes les personnes avec lesquelles je travaille sont au Québec. Et je leur dis tous que, les gars, l'objectif, c'est qu'à terme, les gars, les filles, parce qu'il y a moitié-moitié. Je veux que dans, admettons, 1 an et demi, là, vous soyez tous à travailler pour la compagnie. Nice, OK. Tu sais, genre, si je peux vous proposer un salaire, j'y vais.
Puis l'objectif, c'est ça à terme aussi, c'est que tu peux pas prétendre être une entreprise locale québécoise si toute ton activité est développée sur le côté. Ouais, non, c'est ça, tu vois ce que je veux dire? C'est toujours... Ouais, parce que toi, tu vas t'en mettre plus dans les poches. Exact. Hey, fuck you, là. Moi, exactement. Tu sais, même moi, en termes de développement d'activité, je me suis dit, t'as cette faculté t'as cette facilité d'être de la France, donc tu connais un petit peu l'industrie, puis t'es au Québec, puis qu'est-ce que tu veux faire? Mais non, en fait, j'ai juste envie de développer au Québec et éventuellement au Canada, parce qu'on a cet avantage, mais la France ne m'intéresse pas. Ne m'intéresse plus. Tu pourrais dire c'est un marché qui pourrait, tu sais. Et ne m'intéresse plus. Puis j'ai vu que tu as invité aussi j'ai oublié son prénom, le propriétaire de Parcours Droit. Oui, c'est ça. Oui, Mathieu. Qui fait de l'expansion, qui parlait des US, qui parlait de la France, etc. Et je le rejoins sur certains de ces points par rapport au marché francophone, même si je le connais un peu. Ouais. Et j'ai aussi eu cet argument de me dire, mais les Français pourraient avoir un pouvoir, une offre moins chère avec la prestation au Québec, mais ça revient à ce que je te disais tout à l'heure avec moi de la même chose en Inde. C'est juste que où est-ce que je suis capable d'accepter ça? Il y a les fuseaux horaires, il y a les comportements aussi des fois de certains Français que je peux plus me voir. Donc j'en suis un, je vous aime, tu sais, genre là il va y avoir la Coupe du Monde, je suis pour la France parce qu'on a un très très bon, on a une bonne équipe. Mais reste que sur d'autres aspects, notamment business, je trouve que le Québec, pour revenir à ce que tu disais, le Québec est une belle terre d'accueil, il donne beaucoup de moyens. Je suis venu ici la première fois en 2018, puis ce qui m'a toujours impressionné, c'est la culture du réseautage, c'est l'entraide. C'est l'entraide, c'est tous ces aspects-là aussi, tu vois. C'est l'entraide, c'est la collaboration, je trouve que c'est la beauté du Québec, puis on dirait que quand on est jeune, on se dit, mon Dieu, moi, j'avais ce discours là quand je me suis lancé. Je vais aller à Miami, je vais aller m'acheter mon condo sur la beach, là, je vais être riche. Puis, mais en vieillissant, tu te dis, mais je veux créer de l'opportunité, je veux créer de la richesse au Québec. Exact. Puis $1 investi au Québec, ça va te revenir indirectement. Exact. Indirectement dans tout ça. Puis je pense qu'on est bon aussi pour chialer sur le système, sur les mauvais projets, les mauvais investissements qui sont vrais quand même. Là. Mais encore une fois, c'est tellement, je trouve que c'est une belle place à vivre pareil. T'sais, on se compare. Quand on se compare, on se console. Puis en entrepreneuriat, il y a tellement de choses à bâtir ici que ça serait poche de dire pourquoi aller ailleurs quand il y a ça qui est offert à nous en ce moment. Puis je trouve que c'est beau d'encourager ici. Là. Ouais, c'est une belle... pour vrai, puis belle mission. C'est une belle mission, puis il y a quand même un potentiel qui est quand même intéressant. C'est sûr que, je ne sais plus où je voyais ça, avec le nombre de PME qui sont à reprendre, le nombre de personnes qui vont pouvoir... En reprenariat. C'est fou, là. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans les 10 prochaines années. Donc, je pense qu'il faut être présent pour ces PME, pour les accompagner dans la croissance. Puis moi, à terme aussi, c'est un truc qui me plairait bien, c'est de pouvoir avoir ce côté un petit peu expansion, croissance externe dans lequel tu participes avec des PME, tu les aides, tu contribues sur ton cœur de métier, tu les aides à grandir, à croître, puis tu partages les risques. Puis finalement, c'est un modèle qui est peut-être plus long à mettre en place, qui requiert peut-être plus de patience pour avoir la confiance aussi des entreprises avec lesquelles tu travailles. Mais à terme, c'est celle qui pour moi, est la plus gagnante, la plus bénéfique. Puis, profitable, gagnante. Puis c'est exactement les termes que tu viens de dire. Ça fait un bon pont vers la dernière question. Les deux dernières questions que je pose par rapport au succès. Ouais. À travers tout ce que tu as bâti, de venir au Québec, de créer des opportunités, de grandir ton entreprise Datamax, les rencontres que tu fais et tout ça, c'est quoi ta vision de succès? Comment tu la vois? Comment tu le définis actuellement? Là? Je t'ai vu poser cette question au moins à 6 personnes. C'est à 100% puis j'étais comme, qu'est-ce que moi j'aurais répondu à cette question? J'ai hâte de voir ta réponse. Ma vision du succès, c'est bien ça? Ma vision du succès personnel, tu parles, ou de l'entreprise? Moi, je trouve que le perso et le pro est mélangé, mais tu peux faire un pont entre les deux. Ouais. Ah, c'est une question qui est difficile. Parce que je les approche pas de la même façon. OK, si tu veux le séparer, c'est correct. Je dis toujours, je rigole beaucoup de ça avec ma blonde, je lui dis, tu sais, il y a Maxence, puis il y a Emric. Emric, c'est mon deuxième prénom. OK. Puis t'es capable de faire une séparation. J'ai comme mon alter ego, OK, je suis un peu... Ah ouais. Ah, c'est ça. Je suis un peu fou. À 5 heures, je suis exact, je suis comme, oh, c'est Emric qui rentre et tout. Non, mais Max, c'est quelqu'un de... En tout cas, c'est bizarre de parler de soi à la troisième personne. Si ça n'est jamais arrivé, c'est une première ici. Mais c'est une personne qui est très... Comme, pour moi, c'est le perso, donc c'est ma famille avant tout. Okay. C'est la liberté de temps, de choix. Moi, je vais être présent avec mes enfants, je vais être présent pour ma conjointe. Je vais pouvoir prendre soin de mes parents. Tu vois, c'est ma vision à moi du succès, c'est d'avoir le choix.
OK? Pour moi, c'est ça le succès, c'est quand tu as le choix. C'est quand tu vis plutôt que de survivre. J'ai vécu des choses dans ma vie perso où j'avais rien, où je me suis retrouvé à la rue complètement. Ouais. Puis aujourd'hui, que j'ai le choix, que je regarde en arrière, je me dis, waouh, t'as fait tout ça, t'es parti à presque 30 ans, t'es parti au Québec, t'as pas recommencé parce qu'en France, j'étais pas dans la misère, mais c'est comme une extension. Ouais. Ben, ton objectif maintenant, c'est de maintenir cette extension, de continuer d'avoir le choix. Donc pour moi, c'est ça qui est important. Puis sur la partie business, c'est la philanthropie. Ma vision du succès, c'est de pouvoir devenir philanthrope. Okay. C'est ce qui me motive, c'est de pouvoir redonner de la richesse, retranscrire d'une quelconque façon, incroyable. Faire du caritatif, aider les autres concrètement. Concrètement. C'est prendre une cause, puis être dans cette cause, puis... Wow. Voilà, pour moi, c'est ça le succès. C'est hot parce que c'est pas tout le monde qui amène, dans ta réponse de la vision du succès, c'est pas tout le monde qui va amener le, mettons, rendu à la retraite ou qu'est-ce que je vais amener par après. Puis je trouve que de prendre le temps de le dire, ça en dit tout sur ta personnalité puis quel genre d'humain que t'es. Ouais. I love it. Merci. Vraiment. De redonner aux autres parce que ta mission me rejoint aussi. J'ai juste 27 ans. Mais tu y arrives vraiment. Je veux le faire, tu sais. On a eu un podcast avant d'avoir un podcast quand on s'est rencontrés la première fois. Il y a tellement de sujets qu'on n'a pas abordés là qui fait que j'ai envie de revenir à ton podcast parce que ça me plaît beaucoup. Puis ce que tu fais, je trouve que c'est vraiment une belle initiative. Oui, il y a l'aspect de communication, il y a l'aspect où tu veux mettre en avant les entrepreneurs, la communauté des entrepreneurs, mais il y a l'aspect humain où tu es quelqu'un qui sait faire preuve d'écoute. C'est pas évident d'entendre toutes ces histoires. Tu joues un petit peu aussi le rôle de thérapeute à certains moments. Les gens viennent te partager des choses perso. C'est pas évident et puis tu y arrives très bien, comme un vrai poisson dans l'eau. Donc chapeau à toi, chapeau à l'équipe, chapeau pour ce que vous faites. Moi, j'ai vraiment apprécié ça. C'est vraiment bien. C'est vraiment cool. Ça vient vraiment me chercher ce que tu dis. Puis je trouve qu'une des raisons pour qu'on connecte aussi bien, c'est que les deux, on est des personnes très émotionnelles aussi. Ouais. Très alignées avec notre vécu, nos émotions. Fait que c'est souvent... Mais oui, puis c'est ça. J'ai toujours grandi de donner de la valeur puis d'aider les autres parce que ça revient toujours indirectement. Puis parce que j'aime ça aussi. Moi, ça me rend heureux de donner quelqu'un, de donner de mon knowledge, par exemple, puis de voir la personne grandir, puis réussir, puis grandir, puis développer, puis d'aller plus loin, puis de briser les murs. Et tu l'as fait gratuitement avec moi. Genre, quand je t'ai posé la question de « tu sais, le Québec, comment est-ce qu'on... » Oui, comment est-ce que toi, tu vois ça? Tu m'as donné 30 minutes de purs conseils. T'attendais rien en retour. Puis moi, j'avais trouvé ça hyper intéressant, tu vois. J'avais vraiment trouvé ça intéressant. Donc, encore une fois, merci et chapeau à toi. Puis la dernière question, c'était laquelle? Comment on fait pour travailler avec toi? Non, la vraie dernière question avant celle-ci, parce que je la pose pareil. Là. Si tu pouvais parler à un Maxence de 24 ans aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais? Le Maxence de 24 ans aujourd'hui, je lui dirais continue de te faire confiance. Ça va payer. Dans tous les cas de figure. D'où tu viens ne définit pas ce que tu vas devenir aussi. Et ne te limite jamais au statu quo. Ne te limite jamais. Genre, pousse toujours plus loin. Genre. Ouais, c'est un peu comme ça que je suis. Encore une fois, les gens, quand je pose toujours ces deux dernières questions à la fin des podcasts, puis, des fois, les gens vont dire « Mon Dieu, manque de confiance, j'aurais dû dépasser, arrêter d'écouter les autres, le jugement et tout ça. Ouais. » Chacun amène leur two cents. Fait que, man, c'est incroyable. Je trouve que ce genre de discussions-là, on devrait les faire en mode 2 à 3 heures de temps parce que il y a trop de contenu. Mais bref, je sais que, je pense que de toi, de créer ton propre identité, ta propre communauté à travers un podcast, ça serait extrêmement valuable pour juste partager tes valeurs avec les gens, tu sais, mais... à discuter ensemble, c'est sûr. Là. Ben oui, 100%. Puis c'est une volonté que j'ai aussi. J'ai toujours balancé dans l'univers qu'un jour, je serai le Steven Bartlett de la francophonie. Pourquoi pas? Puis en plus, si votre équipe peut m'aider à le faire, c'est sûr que j'y vais. Puis l'objectif est suffisamment gros pour pouvoir rêver et se donner les moyens. Moi, je dis qu'un rêve, il est fait pour être réalisé. Il n'est pas fait juste pour être mis sur un vision board et que c'est beau, là. C'est pas trop ma mentalité, mais en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Ouais, puis je pense pour finir sur ce qu'on dit, je pense que le meilleur conseil qu'on pourrait donner, nous deux, à l'audience aujourd'hui, c'est faut que tu aies du fun. Aie du plaisir dans ce que tu fais, dans chacune de tes tâches, dans tes journées. Oui, tu as des tâches qui vont être un petit peu moins plaisantes,
mais essaie de trouver le bonheur puis l'extrait qui amène la petite flamme. Exact. Moi, c'est les discussions qui m'animent. C'est les jasettes, tout le temps les rencontres en visio qu'en présentiel. Là, c'est sûr qu'on a une vraie connexion, là, mais ça me fuel. Là, oui. C'est mon dîner là, ou mon souper. Mais bref, où est-ce qu'on peut contacter Max? Comment je fais pour travailler avec toi? Mon dîner, mon souper, mon lunch, ma collation. C'est mon apéro, c'est mon Big Mac, c'est mon McDo. Écoute, pour pouvoir... Quart de livre, c'est mieux. Pour pouvoir me contacter, c'est relativement simple. Je te dirais qu'on a... Il y a l'Instagram Datamax que tu pourras mettre en bio, peu importe. Ouais. Il y a mon compte personnel. Aussi, OnlyFans, mais comme vous voyez, mes orteils sont pas trop beaux. Et après, c'est pas hésiter à aller sur le website ou prendre rendez-vous directement sur Calendly. Sur les réseaux sociaux, c'est assez straight. Je réponds sauf si vous voulez que je donne mon numéro aussi, mais c'est pas mal ça. On fera un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Comment t'as aimé ton expérience? Parce que je sais que évidemment, tu as participé au podcast Gère-toi d'Émilie Charbonneau. Comment t'as aimé l'expérience? Avec Émilie? Ouais. Top. Vraiment top. J'ai vu un clip là, quand même, là, mais ça avait l'air... c'était vraiment top. Puis Émilie, c'est quelqu'un qui est très funky, que j'aime beaucoup. Elle est très... elle a une énergie... vibrante. Qui se transfère à toi alors que t'es off. Elle te recharge. Et donc j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son approche. Puis... C'est aussi mon premier podcast que j'avais fait au Québec, donc j'avais pris ça comme cool. Puis là, c'est mon deuxième. J'espère qu'il y en aura plein d'autres. Et celui-ci était vraiment aussi intéressant. Encore une fois, je trouve que les conversations qu'on a eues, elles étaient très profondes. Pas assez longues parce que tu sais déjà qu'il y avait 15-20 sujets, mais ça m'a fait plaisir. Ça m'a vraiment fait plaisir et merci beaucoup. Continue ce que tu fais parce que, encore une fois, vous le faites extrêmement bien. Merci, man. J'apprécie parce que tu sais, quand tu bâtis une entreprise, un projet, tu as une vision, mais quand tu reçois ce feedback-là concret, tu es comme OK, c'est pour ça que je le fais aussi. Puis moi, j'ai vraiment, pour vrai, je vais closer là-dessus, là, mais j'ai vraiment regardé ce que vous faites avec un détail. Étant dans les datas, ça fait du sens. Puis c'est surtout la qualité des questions, la qualité des réponses, comment c'est cut, etc. Puis, encore une fois, vous l'avez de loin, là. Genre, je suis dans ce milieu, dans ce game, je le vois, etc. Puis, c'est pas pour brag ou pour vous envoyer des fleurs, mais quand c'est bon, il faut savoir le dire. Je pense qu'on dit souvent quand c'est pas bon, mais pas assez quand c'est bon. Donc là, vous y arrivez, continuez comme ça, les gars. Puis vraiment, continuez de suivre la page parce que c'est vraiment de la bonne qualité. Allez voir les capsules qui vont sortir avec Max, puis évidemment le podcast complet. Je relance toujours mes invités une fois par année pour le podcast précisément, juste pour bounce off sur les objectifs, sur ce qui s'est passé dans l'année, les nouveautés, les sujets qu'on n'a pas abordés, puis qu'on va pouvoir deep, puis qu'on va se prendre une plage de 2 heures, là, parce que juste pour être sûr. J'ai fait la même chose à Émilie, je dis là, faut faire un autre 2 heures parce qu'on parle. On aime discuter, merci pour ton temps, puis on se reparle dans un an. Ça m'a fait plaisir. On va collaborer, mais ça m'a fait plaisir, vraiment. Merci beaucoup. Take Bye care. Tout le monde. Bye guys. Ciao. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life we can move.